Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être présents ce soir pour ce webinaire. Alors, il y a Xavier avec moi de Legal Bonsoir. Place. On va attendre que tout le monde se connecte tranquillement. Voilà, donc ça arrive, hein. On va échanger ce soir sur la SCPI et surtout l'investissement à travers une SCI. Donc ça arrive, ça se connecte tranquillement. Je vais attendre encore une minute le temps que tout le monde arrive. Parfois, il peut y avoir des difficultés. Alors, on va pas tarder à commencer. Donc, on est présent ce soir pour échanger justement sur un montage d'investissement à travers une SCI. C'est un sujet qui est récurrent, qui est demandé par nos clients. Donc, on a souhaité faire ce webinaire avec LegalPace, qui est l'un de nos partenaires justement en ce qui concerne la création de sociétés. Donc, Xavier est ici ce soir pour échanger, pour intervenir, pour également répondre à quelques de vos questions. N'hésitez pas, hein, vous avez un onglet questions-réponses qui se trouve en bas de votre écran, qui permettront de justement poser des questions, et on en sélectionnera quelques-unes à la fin pour pouvoir y répondre. Xavier, si tu veux bien commencer pour te présenter, et puis je le fais juste derrière. Oui, ravi d'être là ce soir. Merci pour l'invitation, Louvainvest. Donc, je suis Xavier de la Barrière, je suis expert comptable chez Legal Place, Compta Place. Et Legal Place, on est en fait une legal tech qui créons des sociétés en ligne, et on s'occupe de toute la gestion, la comptabilité, le juridique, la création, la domiciliation. Donc, on a une offre complète de services pour les très très petites entreprises, et voilà. Aujourd'hui, on accompagne plus de 3000 entrepreneurs, et moi, j'ai une expérience particulière justement dans tout ce qui est accompagnement des projets immobiliers, que ce soit en investissement direct, via des SCI, ou directement dans des biens immobiliers, ou via de la pierre papier, des SCPI, etc. Voilà, donc je suis responsable de la partie immobilier chez Legal Place. Merci Xavier. Pour ma part, pour les gens qui suivent un petit peu nos webinaires, donc moi je me présente, je m'appelle Romain, donc je suis conseiller en gestion de patrimoine chez Louvainvest, et auparavant j'ai eu une expérience de 8 ans chez Allianz France, également en tant que gestionnaire, donc sur lequel je conseillais des clients justement sur leurs différentes problématiques, que ce soit la retraite, la constitution d'un patrimoine, la fiscalité, etc., et les différents montages. Alors, merci à vous d'être là ce soir. On va commencer avec le sommaire. Donc, hop, voilà. Aujourd'hui, vous avez deux points. Le premier point, c'est qu'on va échanger sur le rappel des SCPI. Qu'est-ce qu'une SCPI? Comment ça fonctionne très brièvement? Et ensuite, on va rentrer dans le détail de la création de la société, la phase de capitalisation au sein de la société, et ensuite la phase de distribution de la société. Voilà. Donc, il y a également quelques petites astuces pour simplifier le montage, et c'est à ce titre que Legal Place intervient. Et à la fin du webinaire, on répondra, comme je vous l'ai dit auparavant, à vos questions dans la mesure du possible. Alors, rappel sur les SCPI. Donc, aujourd'hui, une SCPI, c'est une société civile de placement immobilier, donc c'est l'acronyme, hein, et ça veut dire tout simplement que vous allez investir, vous allez acheter des parts d'un parc immobilier qui détient des immeubles dans la logistique, dans de la santé, dans du commerce, dans des bureaux, etc. Et c'est la société de gestion qui va s'occuper de la vie de la SCPI, et qui va vous redistribuer un revenu lié au nombre de parts que vous avez acquis
au sein de cette SCPI. Donc, l'objectif de la SCPI, c'est clairement d'investir à la part au sein d'un patrimoine immobilier plutôt tertiaire, professionnel, et sur lequel vous n'avez pas forcément accès en tant qu'investisseur privé. Et on va vous redistribuer un loyer sans aucune gestion. Voilà. L'objectif de d'une SCPI, c'est clairement d'aller chercher une diversification et sans gestion. On peut estimer une rentabilité entre 4 à 7% avec un risque qu'on considère faible, parce que sur une échelle de 1 à 7, qui est grosso modo l'échelle des différents fonds, 7 étant le plus risqué, une SCPI est en moyenne classifiée 3, donc c'est plutôt un investissement assez sécurisant, car peu de fluctuations et rentabilité stable dans la durée. Voilà, la moyenne des SCPI distribue environ 4,55 par exemple l'année dernière. Vous avez, comme je vous l'ai dit, une forte stabilité et surtout un support qui est contrôlé parce que les SCPI sont régulés par l'AMF, qui est l'autorité des marchés financiers, et qui va venir contrôler les SCPI et qui va surtout mettre des barrières sur l'endettement, sur la valeur du prix de part et également sur les supports immobiliers à l'intérieur même de la SCPI. Donc, vous avez clairement un support d'investissement qui est contrôlé et qui est stable sur la durée parce que les SCPI existent en moyenne depuis 1970. Donc, ça a traversé des crises, c'est toujours là et c'est extrêmement dynamique comme support d'investissement. L'inconvénient, si je puis dire, des SCPI, c'est que le dividende qui vous est versé par la SCPI est considéré comme un revenu foncier. Donc, il va venir en plus de votre revenu fiscal de référence. Et donc, c'est considéré comme un revenu foncier. Et votre revenu foncier, lui, sera taxé à hauteur de votre tranche marginale d'imposition et auquel il faudra ajouter les prélèvements sociaux de 17,2% derrière. Sachant que les tranches d'imposition en France vont de 0% à 45%, ce qui veut dire que si vous êtes dans une tranche, par exemple, de 30%, eh ben, vous serez fiscalisé sur les revenus à hauteur de 30% plus 17,2% de prélèvements sociaux, soit une fiscalité globale de 47,2%. Nous y reviendrons par ailleurs avec un exemple, mais grosso modo, voilà un petit peu les avantages et les inconvénients. L'inconvénient principal étant la fiscalité sur les revenus fonciers d'une SCPI. La création de la société. Alors, bien, ce soir, on évoque les sociétés civiles et donc la prépondérance immobilière. Pour quel objectif la création de la société? Donc, l'objectif principal, c'est de se constituer un patrimoine sur le long terme, ce qu'on appelle la capitalisation. Grosso modo, vous allez constituer un patrimoine dans un projet plutôt long terme pour aller chercher un revenu complémentaire à terme, que ça soit pour la retraite, que ça soit pour la transmission ou autre. Voilà, c'est vous qui définissez l'objectif, mais grosso modo, l'objectif, c'est vraiment d'aller chercher une capitalisation liée à votre investissement. Le deuxième point, comme je viens de vous l'évoquer, c'est la fiscalité. On va y revenir, mais la fiscalité liée au SCPI, elle est lourde. À travers une société, on change de régime, on est dans le cadre de l'impôt sur les bénéfices. Et dans ce cas-là, nous allons y revenir, mais on a une fiscalité allégée en dessous de 42 500 € de bénéfices au sein de la société. On est dans une tranche à 15%. Au-delà, on bascule sur une tranche à 25% et nous n'avons pas les prélèvements sociaux de 17,2%. Voilà, donc finalement, on peut aller chercher une fiscalité à hauteur de 15% sur la fiscalité des SCPI. Et puis, comme je l'ai dit, c'est être dans une logique de transmission parfois, parce que l'objectif de la SCI, c'est d'aller chercher un cadre juridique qui nous permet de mieux contrôler et mieux gérer la transmission de son patrimoine à des enfants, par exemple. Les avantages, mettre en commun des moyens pour investir, bien évidemment qu'on peut investir dans le cadre d'une SCI avec, par exemple, sa compagne, si on n'est pas marié, avec une personne tierce, avec des amis ou autres. Voilà, donc l'objectif, c'est si on n'a pas la possibilité d'investir en tant que personne physique de manière individuelle, on peut très bien mettre en commun des investissements à travers une SCI. Voilà, ça, c'est le premier point. Et ensuite, c'est contrôler les dividendes versés, tout simplement parce que les loyers qui vont être générés
par la SCPI à l'intérieur même de la SCI, on aura la liberté derrière de se les reverser sous forme de dividendes, sous forme de remboursement de comptes courants d'associés ou autres, on y reviendra. Mais grosso modo, c'est à la liberté du gérant, dans le cadre d'une assemblée, chaque année, lors de la clôture des comptes, de se verser ou non les bénéfices de la société. Donc, si vous avez un souhait de, par exemple, de ne pas vous verser les dividendes et de dividendes, de faire un remboursement de compte courant d'associés, vous pouvez très bien conserver les revenus de la SCPI à l'intérieur même de la SCI. Voilà, il y a un réel contrôle des revenus grâce à une SCI. Le bénéfice d'une fiscalité plus douce. En effet, comme je vous l'ai dit, vous avez une fiscalité qui est clairement beaucoup plus douce avec un taux moyen qui est plutôt de 15% sur une SCI versus la tranche marginale d'imposition qui va de 0 à 45% en tant que personne physique. Et dans le cas d'une transmission, l'avantage, c'est de préserver l'unité patrimoniale successorale et également éviter les problèmes d'indivision. Comme vous connaissez peut-être le proverbe, nul n'est censé rester dans l'indivision. En effet, dans le cadre d'une indivision, si quelqu'un souhaite vendre un bien, il a l'obligation, donne l'obligation aux autres de vendre le bien. C'est l'inconvénient même de l'indivision et ça ne permet pas de conserver le patrimoine qui a été construit par les parents, par exemple. Et en fait, à l'intérieur même d'une SCI, on a la possibilité soit de mettre un gérant, soit par les statuts, de définir la façon dont doit être géré le patrimoine et surtout comment doit être voté la conservation des biens ou la vente des biens. Voilà. Donc, c'est vraiment préserver l'unité d'une famille déjà au sein d'un patrimoine grâce à l'SCI. Et puis, vous avez une durée de 99 ans, bien évidemment, parce que les SCI ont une durée légale de 99 ans maximum. En face, forcément, vous avez des inconvénients à la création d'une société. Voilà. Donc, ce sont des problèmes récurrents qui existent, soit pour une société commerciale, soit pour une société civile. Pour une société civile immobilière, c'est la même chose. Vous avez le coût pour la création de la structure, voilà, qui est en moyenne, on va dire, de 500 € pour déposer les statuts au greffe, rédiger les statuts, etc. Voilà, c'est un coût moyen. Ça peut être un peu plus si vous passez par un avocat fiscaliste, par différents comptables, etc. Pareil pour le maintien de la structure. On a l'obligation pour une société civile immobilière à l'IS, donc à l'impôt sur les sociétés, d'éditer un compte de résultat, un bilan, et donc d'avoir un expert pour gérer sa structure. Et donc, ça a un coût. Voilà. Ce coût, il est très variable. Ça peut être en fonction du volume des biens qui sont à l'intérieur même de la SCI ou pas. Donc, ça peut aller de 200 € comme ça peut aller jusqu'à 1 500 €. C'est vraiment très flexible et en fonction des situations dans lesquelles on se trouve. Mais en tout état de cause, il faut le prendre en compte dans son schéma. Et en tout cas, c'est un inconvénient de la SCI. Maintenant, ce sont des coûts qui rentrent en bilan et c'est une charge simplement qui est déductible de votre bilan. Et comme je vous l'ai dit, c'est un montage qui est plus lourd. Tout simplement, pourquoi? Parce que au lieu d'investir, j'ai une somme d'argent, au lieu de l'investir directement dans une SCPI, là, en l'occurrence, il y a la création de la société, il y a la rédaction des statuts, il y a le choix d'un gérant, il y a le choix de la rémunération, etc., etc. Donc, tout ça, il faut passer par des experts, il faut aller déposer les statuts, il faut apporter l'argent au sein de la SCI. Voilà, soit en compte courant, soit via un capital social, etc. Donc, tout ça, ça demande réflexion. C'est un montage qui est légèrement plus compliqué, mais c'est pour ça aujourd'hui que, en l'occurrence, Xavier est présent. C'est pour ça que Legal Pace peut vous apporter
une solution et surtout du conseil pour ce montage-là, et que vous êtes accompagné. Voilà. L'objectif, c'est que vous soyez accompagné par Legal Place, par Louvainvest, que ce soit pour la création de la SCI ou que ça soit derrière pour l'investissement dans la SCPI. Voilà, c'est en fait que ça soit clé en main, parce que en fait, quand vous achetez de la SCPI, l'objectif c'est de ne pas gérer, au même titre que vous achetez de la SCPI à travers une SCI, l'objectif c'est de pas gérer. Voilà, tout simplement. Sur cette slide, je vais laisser la parole à Xavier qui va rentrer dans le détail de la fiscalité. Tout à fait. Donc, merci Romain. La fiscalité de l'immobilier, il y a deux façons de l'envisager. La première, donc, Romain vient de l'expliquer, c'est de passer par une société avec un canal d'imposition qu'en fait celui de l'impôt sur les sociétés. Donc, comment ça se passe? L'impôt sur les sociétés, c'est assez simple. Ce sont des règles qui sont les règles générales à l'impôt sur les sociétés, en fait. En fait, on utilise la fiscalité des sociétés pour un investissement immobilier. Donc, la fiscalité des sociétés, c'est un système dans lequel il y a des règles. Donc, par exemple, les investissements, pour le calcul du bénéfice, pardon, on va prendre en compte un certain nombre évidemment, les recettes pour venir augmenter le bénéfice, les revenus, et puis on va prendre en compte des dépenses. Les dépenses qui sont des dépenses réelles, donc toutes les charges liées au fonctionnement de la société. Donc ça va être location immobilière, les prestations de services, les abonnements, Internet, etc. Tout ce qui est lié au fonctionnement, les honoraires de création, les honoraires du comptable, tout ce qui a réellement coûté quelque chose au fonctionnement de la société entre le premier jour de l'exercice et le dernier jour de l'exercice, donc en général l'année civile, eh bien toutes ces dépenses, elles sont déduites du bénéfice imposable, c'est-à-dire les revenus de la société. Et ça permet de calculer l'impôt sur un bénéfice réel à l'euro près qui correspond aux revenus de la société, déduction faite de ses dépenses réelles. Pour la partie investissement immobilier, on étale la valeur du prix d'acquisition du bien sur une durée qui varie entre 25 et 40 ans pour la durée d'investissement pour un bien immobilier en pleine propriété, entre 25 et 40 ans pour la partie construction, et puis pour la partie terrain, le terrain, il n'est pas amortissable. Donc le terrain, en général, c'est entre 15 et 30% de la valeur du prix d'acquisition, selon qu'on se situe à Paris. Paris, ça va être plutôt 30%, et puis sinon, pour le reste de la France, ça va être 15%. Voilà pour le principe. Donc ça, c'est pour la partie règle de calcul du bénéfice imposable. Une fois qu'on a calculé le bénéfice imposable, dessus, on applique l'impôt sur les sociétés. Romain, tu le disais tout à l'heure, 15% jusqu'à 42 500 euros de bénéfices par an. Attention, ce n'est pas 42 500 euros de recettes ou de loyer encaissé, c'est 42 500 euros de bénéfices par an. Donc, dans 95% des cas, on est dans ce taux d'imposition. 15%, c'est très faible, très très faible. On va le voir ensuite par rapport aux particuliers. Et 25% au-delà. Voilà. Donc ça, c'est ce que vous devez retenir. C'est impôt société. C'est au sein de la société le bénéfice imposé dans la plupart des cas à 15%. Après, déduction de toutes les charges réelles. Donc c'est plutôt une fiscalité qui est intéressante en mode run, c'est-à-dire dans la partie exploitation de la société. Après, s'il y a des bénéfices et que vous voulez distribuer, ces bénéfices, il va falloir les sortir de la société sous forme de dividendes. Donc les dividendes, en fait, c'est la part des bénéfices qui est distribuée aux associés. Donc les dividendes, ils sont taxés au niveau des bénéficiaires à 30%, ce qu'on appelle la flat tax. Donc soit c'est 30% flat tax sur la totalité du dividende. Donc si vous avez 100 de dividendes, vous appliquez la flat tax sur la 30, il vous reste 70 net dans la poche. Soit vous avez la possibilité d'opter pour l'option à l'impôt sur le revenu classique. Donc dans ce cas-là, vous avez un abattement de 40% sur le montant des dividendes et dessus, vous appliquez votre taux marginal d'imposition. Donc ce sera intéressant si vous êtes faiblement imposé à l'impôt sur le revenu. Voilà.
Vous avez, ça c'est la fiscalité qui va vous concerner vous. Donc, ça veut dire que si, en effet, vous vous intéressez à investir via une société, il faut que vous ayez en tête ce deux niveaux d'imposition. Premier niveau au niveau de la société, 15%. Si vous capitalisez, si vous laissez les bénéfices dans la société, ben, on restera à 15%. 15% chaque année sur le nouveau bénéfice, hein. Évidemment, ce n'est pas 15% sur tous les bénéfices cumulés, c'est 15% sur les bénéfices de l'année. Et puis, voilà. Et si vous souhaitez distribuer, en plus de ces 15%, viendront s'ajouter la flat tax ou l'impôt sur le revenu. Voilà. Ça, Je, je, c'est pour la. Ouais. ouais. Non, non, mais très bien, Xavier. Alors, je tiens juste à rajouter que, si, auquel cas les gens ne le savent pas, on est dans la situation d'une SCI à l'impôt sur les sociétés, mais pas à l'impôt sur le revenu. Hein. C'est pas une Tout à fait. SCPI transparente fiscale, c'est une SCPI à l'impôt sur les sociétés. Tout à fait. L'objectif, là, en fait, c'est de créer un écran fiscal entre le détenteur, entre la distribution du revenu, si vous voulez, de façon à ce que euh, l'investisseur, personne physique, ne soit pas taxé, soit taxé au maximum. Donc, le schéma intéressant, classique, mis en place pour limiter la fiscalité dont Romain, tu parlais tout à l'heure, qui va jusqu'à presque 50% si vous êtes détenteur en tant que particulier des parts d'une SCPI. En créant une société, vous l'avez compris, vous allez baisser votre fiscalité à 15% fiscalité minimum sur les bénéfices. À supposer que vous ayez beaucoup de charges en face, ça peut être 0% aussi. Bon, donc ça, c'est pour la partie taxation des revenus distribués par la SCPI. Ensuite, lorsque vous allez céder la SCPI, lorsque vous allez vendre, liquider l'actif détenu par la SCI, la société, à ce moment-là, le bénéfice réalisé sur la valeur, sur le prix de vente, moins la valeur comptable de la SCPI vendue, eh bien, il sera taxé, ce bénéfice, il sera taxé à l'impôt sur les plus-values professionnelles. Et aujourd'hui, l'impôt sur les plus-values professionnelles, c'est en fait c'est 15% ou 25%, c'est-à-dire la fiscalité est alignée sur celle des bénéfices. Donc, voilà, dans la plupart des cas, vous avez une fiscalité qui est maîtrisée, qui est plus faible que celle de la plupart des particuliers qui ont des revenus importants. Donc ça, c'est l'imposition des SCI à l'IS. Je fais bien de le rappeler. Là, on est sur SCI, impôt société. En face de ça, maintenant, on compare ça à l'impôt sur le revenu foncier. Donc, impôt sur le revenu foncier, c'est si vous êtes à l'impôt sur les revenus en tant que détenteur, vous, personne physique, des parts de SCPI. Donc, vous avez le choix entre deux régimes, le régime du microfoncier ou le régime du réel. Donc, le régime du microfoncier est très simple, c'est que le bénéfice imposable à votre niveau, à vous en tant que particulier, c'est 70% du loyer encaissé au cours de l'année. Donc là, il n'y a pas de notion de charge réelle, etc. C'est extrêmement simple. Vous prenez les loyers que vous avez encaissés, vous appliquez 70%, et là-dessus, on calcule la CSG, 17,2%, plus l'impôt sur le revenu, niveau taux marginal. Hein. On raisonne toujours en taux marginal quand il s'agit d'un investissement comme ça, de ce type-là. Donc, impôt sur le revenu plus CSG, appliqué aux 70%. Et puis, à la sortie, lorsque vous vendez vos parts de SCPI, par contre, là, vous avez la fiscalité des particuliers qui sera applicable. Donc, la fiscalité des particuliers, disons-le clairement, elle est plus avantageuse sur le long terme que celle des sociétés, puisque vous savez que vous êtes exonéré d'impôt sur le revenu après 22 ans de détention d'un bien immobilier, direct ou indirect, et totalement exonéré de prélèvements sociaux après 30 ans de détention. Donc ça veut dire que si vous détenez le bien pendant au moins 30 ans, et que vous faites une plus-value à la sortie, vous ne serez taxé que sur rien du tout au bout de 30 ans. Donc la fiscalité sur la plus-value de sortie, elle est plus intéressante quand on est particulier. Maintenant, je vous le disais,
deuxième façon d'être imposé sur les revenus fonciers, eh bien, c'est le régime du réel. Donc là, c'est tout simplement, ça, c'est une option que vous pouvez activer très facilement. Il faut le demander aux impôts au moment où vous faites votre déclaration. Le réel, c'est quoi? C'est que vous allez calculer votre revenu foncier, recettes réellement encaissées, moins dépenses réellement décaissées. Et ça va être votre revenu foncier imposable. Donc le loyer annuel moins les charges. Voilà. Et une fois que vous avez déduit vos charges, alors évidemment, c'est intéressant si le montant des charges il dépasse les 30% dont vous pouvez bénéficier dans le cadre du micro-foncier. Voilà. Et ensuite, eh bien, ce sont les mêmes taux que s'imposent, même taxation que s'impose, CSG, plus taux marginal d'imposition et à la sortie, plus-value de sortie, plus-value sur les cessions de biens immobiliers, exonération après 22 et 30 ans de détention. Voilà, donc vous le voyez, il y a un régime qui a priori est plus favorable pendant la période d'exploitation, c'est l'impôt sur les sociétés. Il y a un régime qui est plus favorable au moment de la sortie, c'est l'imposition des plus-values. Donc il y a un peu un choix que vous allez avoir à faire, c'est un peu un choix. Est-ce que vous avez envie de payer plus d'impôts pendant 20 ans, pendant 25 ans, et en payer moins à la sortie, ou l'inverse, payer le minimum d'impôts pour avoir le minimum d'efforts financiers à faire dans toute l'exploitation, la détention de la SCPI ou du bien immobilier, et par contre payer moins d'impôts à la sortie. Merci. Voilà, Ouais. moins d'impôts à la sortie. Oui, c'est également, c'est effectivement ça. Merci Xavier pour cette transparence sur les chiffres et le niveau de détail sur les différents éléments. Alors, on continue. On a beaucoup parlé de fiscalité, que ce soit moi ou Xavier, justement, entre personnes physiques, nom propre, etc., SCI, pardon. Et on voulait un peu le synthétiser dans un exemple pour un foyer dont le revenu fiscal de référence est d'environ 200 000 euros bruts par an, avec 100 000 euros d'investissement au comptant, sur une SCPI qui génère 5% de rentabilité, 50% en France, 50% en Europe. Pourquoi 50% en France, 50% en Europe? Parce qu'en fait, en Europe, on a une fiscalité qui est plus douce grâce aux conventions bilatérales qui existent entre les pays européens. Et donc, ça permet de réduire légèrement la fiscalité des SCPI. Sur un horizon d'investissement de 10 ans, peu importe. Et vous avez dans le tableau le détail entre une personne physique, donc en nom propre, et la SCI. Sur la première ligne, les deux premières lignes, on vous situe un petit peu voilà, le capital, l'investissement et les revenus qui sont générés. Donc 5% de 100 000, ça fait 100 000 euros par an. Et sur la troisième ligne, vous avez la fiscalité annuelle. Alors, on voit que la fiscalité annuelle pour ce foyer-là, il est de 2 205 euros sur un revenu de 5 000 euros. Pourquoi? Tout simplement parce que ces personnes-là sont dans une tranche à 41%, en fait, et auquel il faut rajouter 17,2 de prélèvements sociaux. Donc, on a une fiscalité de 2 205 euros sur ce foyer-là. Donc, le gain net sur la durée, donc au cumul sur les 10 ans, il est de 27 000 euros, qui est ni plus ni moins que la différence entre les deux multiplié par 10, et le revenu net mensuel, il est de 232,90 euros. Si je prends en comparaison le même système côté une SCI à l'IS, donc on a vu tout à l'heure que la fiscalité, elle était de 15% sur cette SCPI, enfin sur une SCI à l'IS dont le revenu fiscal, dont le bénéfice imposable est inférieur à 42 500 euros. Donc on se retrouve avec une imposition annuelle de 750 euros et un gain net sur la durée de 42 500 euros. On a quasiment doublé le gain net entre la personne physique et la personne morale. Et on aperçoit surtout que dans le budget, le revenu mensuel de la rentabilité de la SCPI, il passe de 232,90 euros à 354,20 euros. On a une augmentation sensible de plus de 120 euros juste si je fais l'investissement
à travers mon compte courant personnel ou si je le fais à travers un compte courant d'une SCI que je crée en conséquence. Voilà. Donc, on voit bien qu'il y a une fiscalité qui est beaucoup plus importante en personne physique, d'accord? Et donc, cela a un impact sur la rentabilité de mon investissement. Voilà. Donc là, la question est de se dire, est-ce que je crée une SCI pour faire mon investissement? Donc, en effet, l'objectif de ce soir, c'est de vous aider à répondre à toutes ces questions-là. S'il faut rentrer dans le détail, on rentrera plus dans le détail lors d'un rendez-vous plus vous concernant à vous, votre situation à vous. Mais voilà les grandes lignes de l'imposition d'une personne physique versus une personne morale à l'IS. Alors, Xavier va intervenir également sur le compte courant d'associé qui est une alternative à l'apport au sein d'une SCI. Tout à fait. Alors, vous avez la possibilité pour financer la SCI, votre investissement dans la SCI, soit d'investir en capital, c'est-à-dire d'apporter le montant des fonds nécessaires à l'investissement en capital. Vous avez aussi la possibilité de l'apporter sous forme de compte courant d'associé. Donc, le compte courant d'associé, c'est en fait un prêt que vous allez faire à la société. Donc, l'avantage, c'est que ce prêt que vous faites à la société qui va acheter la SCPI, eh bien, ce prêt, il peut être rémunéré. Donc, la SCI, pardon, peut vous verser une rémunération, un intérêt. C'est plafonné, évidemment, on ne peut pas verser n'importe quel taux, mais il y a un taux légal. Actuellement, il est de 2,5% et qui vous permet de vous rémunérer et de rémunérer les associés ou les autres associés si vous avez d'autres associés. Attention, vous ne pouvez prêter de l'argent à la SCI que si vous êtes associé. Donc, vous ne pouvez pas emprunter de l'argent à quelqu'un qui n'est pas associé. Ça, il faut le noter parce qu'on voit souvent des gens qui font cette erreur, notamment dans le cadre familial, qui financent parfois les SCI avec des personnes qui ne sont pas au capital. Donc, pour prêter une SCI, il faut être associé. C'est un moyen de financement et il ne faut pas hésiter à le mettre en place si vous avez la possibilité d'arbitrer entre capital et compte courant d'associé. Le capital, il est bloqué d'une certaine façon, c'est-à-dire vous ne pouvez pas le rembourser aux actionnaires. Par contre, le compte courant d'associé, vous pouvez le rembourser au fur et à mesure que la SCI perçoit les revenus de la SCPI. Bon, le taux, il y a le taux d'intérêt légal dont je vous parlais. Vous pouvez aussi le définir dans les statuts, mais en général, dans les statuts, on définit justement le fait que les comptes courants d'associés sont rémunérés à hauteur du taux d'intérêt légal qui, lui, varie tous les trimestres et suit l'évolution des taux du marché monétaire en France. Voilà. Merci Xavier pour ce ciblage sur le compte courant. Justement, il va intervenir là, le compte courant d'associé. Donc, grosso modo, là, on est sur la constitution du capital. On a parlé de quel est l'objectif et pourquoi la création d'une SCI. Là, on est plutôt sur la constitution. Donc, en fait, la société civile immobilière, elle est créée. Maintenant, on apporte le compte courant d'associé au sein de la société civile immobilière. On peut également apporter des parts de SCPI qu'on détient déjà depuis une certaine date ou peu au sein de la SCI, moyennant des frais de droits de mutation qui sont à hauteur de 5% pour tout simplement modifier comme quoi les parts de la SCPI intègrent le capital de la SCI et donc appartiennent dorénavant à la SCI. Ce sont des frais de 5% qu'il faut tout simplement calculer. Est-ce qu'il est intéressant d'apporter les parts de la SCI moyennant ces frais de SCPI moyennant ces frais à l'intérieur de la SCI et derrière avoir une rémunération des parts de la SCPI plus faible à l'intérieur de la SCI. Voilà. Sur une période longue, potentiellement, il y a un avantage à faire ça
Encore une fois, ce sont des calculs. Une fois que la société civile immobilière bénéficie des fonds, bah, elle a plusieurs possibilités qui s'offrent. Soit elle achète des SCPI au comptant, en pleine propriété, en usufruit. En pleine propriété, ça veut dire que tout de suite, la SCPI, elle va acheter des parts dont elle sera propriétaire et elle va toucher les revenus des SCPI qu'elle va détenir. Ou également, elle a la possibilité, cette SCI, d'acheter de l'usufruit. Tout simplement, ça veut dire, j'achète un droit de percevoir les loyers pendant une durée qui est définie dans une convention de démembrement et je vais recevoir des loyers sur une valeur plus importante que l'achat de mon usufruit. Tout ça, c'est défini, bien évidemment, on y reviendra. Et c'est surtout, comptablement, c'est une charge qui est amortissable linéairement et qui vient se déduire des recettes et donc qui vient diminuer le bénéfice imposable. Voilà. Donc, la SCI peut acheter des SCPI au comptant, soit en pleine propriété, soit en usufruit. Également, on y reviendra, mais elle peut également acheter des parts en nue-propriété. Il faut qu'il y ait un intérêt fiscal, etc., mais patrimonial plutôt. Mais en tout cas, les cas, il y a cette possibilité-là également. Ensuite, vous avez également la possibilité d'acheter des parts de SCPI à crédit. Donc, je refais mon schéma, j'apporte en compte courant d'associé une certaine somme à la société civile immobilière qui elle-même va utiliser comme levier de négociation avec le partenaire bancaire ou autre et compléter cet apport en compte courant d'associé d'un montant supplémentaire à crédit pour acheter des parts en pleine propriété. Ça veut dire que grâce à mon compte courant d'associé et à mon crédit, je peux acheter un montant plus important de SCPI et donc les acheter en pleine propriété. Pourquoi que en pleine propriété cette fois sur la partie crédit? Parce que tout simplement, les organismes bancaires préfèrent se garantir une sécurité, si je puis dire, avec des loyers qui tombent tous les mois, qui permettent de rembourser le crédit à l'organisme prêteur. Voilà. Ensuite, une société civile immobilière, elle n'est pas destinée qu'à acheter des parts de SCPI. Bien évidemment que là, on vous en parle dans le cadre de Louvainvest, d'un projet patrimonial dans l'immobilier passif, etc. Mais vous avez également d'intégrer à l'intérieur même d'une société civile immobilière du locatif en direct si dans 10 ans, 15 ans, vous avez un autre projet d'investissement au sein de votre société, vous avez la possibilité à travers cette société civile immobilière, toujours pareil, d'investir dans un bien en direct et de bénéficier du cadre juridique de la société civile et donc de l'imposition réduite et de la transmission, de l'unité familiale, etc., etc. Vous avez également, toujours dans une moindre mesure, parce que là, on est sur des fonds plutôt financiers, d'investir dans du private equity. Si, bien évidemment, toujours pareil, il faudra rédiger les statuts en amont ou alors modifier les statuts a posteriori, de savoir si la SCI a la possibilité d'investir une quote-part de ses avoirs dans des fonds financiers. Alors, on a parlé justement, je vous ai dit, la possibilité aujourd'hui, à travers une SCI, d'investir par l'intermédiaire d'un crédit pour tout simplement aller chercher quelque part l'effet de levier et augmenter sa valorisation d'investissement en SCPI. Vous avez aujourd'hui une offre à 4,65% sur 25 ans sans apport pour un montant minimum de 70 000 euros et sur une quinzaine de SCPI qui sont éligibles et qui nous permettent de vous faire un portefeuille qui est extrêmement bien diversifié, qu'il soit sectoriel ou qu'il soit géographique. Et je vais vous montrer également le simulateur que vous retrouvez là. Donc, par exemple, je vous donne un exemple. Vous avez le taux ici de 4,65, vous avez une durée d'emprunt de 25 ans. Vous choisissez avec votre SCI de faire un différé de remboursement de 3 mois, le temps de commencer à percevoir les loyers, donc le fameux délai de jouissance. Pas d'apport, des frais de crédit qui sont d'une moyenne de 1 800 euros. Le bonus de Louvainvest, parce que vous savez qu'en investissement par l'intermédiaire de Louvainvest, vous avez un cashback de 2,5% du montant investi sur la SCPI avec frais de souscription, pardon. Et donc, vous avez un budget global de 100 à 1 100 euros.
Vous avez une fiscalité à 15% de plus de 42 000 euros et vous investissez par exemple sur 3 SCPI pour cette somme-là. Vous avez un rendement brut de 5,15, des frais de souscription qui sont les frais de souscription des 3 SCPI en moyenne de 10,56, un délai de jouissance de 5 mois, une estimation de l'impôt à l'étranger, on s'est basé sur l'impôt allemand parce qu'il y a prépondérance Allemagne avec on va faire Allemagne 2 de 15,8%. Et une revalorisation des parts de 0,5%, qui est une revalorisation plutôt pessimiste, sachant que les SCPI revalorisent en moyenne de 1,5% par an. Voilà, là, je vous donne, hop là, donc en un coup d'œil, vous avez surtout l'effort d'épargne moyen qui correspond à 159 euros par mois pour la SCI, d'accord? Et vous avez surtout un effort d'épargne global de 47 000 euros et un patrimoine après revente de 101 000 euros, d'accord, qui sont diminués. Donc, le patrimoine, à terme, il est de 113 000 euros suite à la revalorisation des parts. Et après revente, il retombe à 101 000 euros parce que vous avez l'impact des frais de souscription. Donc, le gain net sur la durée, il est de 53 000 euros. Et donc, vous avez un TRI. En fait, c'est l'une des valeurs la plus importante du tableau, qui est en fait tout simplement le taux de rendement interne de votre opération sur toute la durée de l'investissement, qui est de 5,53%. Voilà. Donc, l'investissement à crédit à travers une SCI, c'est extrêmement intéressant parce que vous gagnez sur la fiscalité de la SCI et puis vous utilisez également l'effet de levier. Je reviens sur le webinaire. Et donc, on est sur la phase de distribution. Donc là, j'ai constitué, j'ai capitalisé et maintenant, je distribue. Donc, comme je vous l'ai dit, vous avez le compte courant d'associé. Je rembourse mon compte courant d'associé. Ça, c'est la première étape. C'est-à-dire que j'ai acheté des SCPI grâce à mon compte courant d'associé. Et ben, en l'occurrence, les loyers qui me sont distribués par la SCPI me permettent de rembourser mensuellement ou trimestriellement ou même annuellement le compte courant d'associé, tout simplement, et donc de rembourser l'associé qui m'a prêté de l'argent, qui a prêté de l'argent à la SCI. Voilà. L'avantage, surtout pour pour l'associé, c'est que le remboursement de compte courant d'associé n'est pas considéré comme un revenu et donc il est sans fiscalité. Par contre, les intérêts qui sont générés par l'associé, parce qu'en fait, c'est considéré comme un prêt. Là, par contre, vous avez une légère fiscalité en fait qui correspond à la flat tax, mais uniquement sur les intérêts. C'est-à-dire que le remboursement du capital, lui, n'est pas fiscalisé. Donc, c'est extrêmement intéressant d'investir à travers un compte courant d'associé parce que je prête, j'investis à travers ma SCI sur lequel j'ai peu de fiscalité et derrière, la SCI me rembourse mon compte courant d'associé sans fiscalité ou très peu. Voilà, donc c'est extrêmement intéressant. Ensuite, le résultat peut également se distribuer de manière assez classique, soit par l'intermédiaire de dividendes. Donc, chaque année, je verse un dividende à mes associés. Voilà, je suis prélevé de la flat tax, soit sous forme d'un salaire s'il y a un salarié à l'intérieur même de la SCI, soit sous le régime du travailleur non salarié, qui est grosso modo, ça peut être le gérant majoritaire. Et dans ce cas-là, c'est une rémunération de gérance qui permet de distribuer le résultat au sein même de la SCI. Et ensuite, voilà, la distribution, ça permet tout simplement l'optimisation des frais et de la transmission, parce que derrière, comme je l'ai dit, le remboursement de compte courant d'associé permet d'avoir une absence de fiscalité et surtout, comme je l'ai dit, comme on l'a dit tout à l'heure avec Xavier, les charges ne rentrent pas en compte, permettent de venir réduire le bénéfice imposable et donc de distribuer d'autant plus sans fiscalité. La dernière phase, c'est l'enrichissement personnel. Donc ça, c'est un autre montage et un montage que vous souhaitez évoquer avec vous ce soir. L'enrichissement personnel, c'est tout simplement grâce au remboursement de compte courant d'associés et donc votre capital en tant que personne physique, par exemple, qui se reconstitue annuellement, et vous avez la possibilité ponctuellement de faire de l'achat en tant que personne physique en nue propriété.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous, en tant que personne physique, vous allez acheter la nue propriété et derrière, la SCI que vous détenez également et que les associés détiennent peuvent acheter l'usufruit correspondant grâce à cette trésorerie qu'elle a en compte. Et donc, en fait, j'ai envie de dire, vous margez sur les deux tableaux parce qu'il y a un enrichissement d'un point de vue personnel, parce que vous achetez de la nue propriété, et à la fin du démembrement, vous allez récupérer l'usufruit que détenait la société civile immobilière. Et donc, vous, à titre personnel, vous allez récupérer un capital beaucoup plus important lors du remembrement de propriété. Voilà. Donc, en fait, d'un point de vue personne physique, vous achetez de la nue propriété pendant une durée, par exemple, de 5 ans. Et au bout de 5 ans, l'usufruit vous revient en tant que personne physique. Et donc, vous êtes plein propriétaire des parts de SCPI. Pourquoi c'est intéressant également pour la SCI? Parce que la SCI, plus elle aura investi et plus elle sera ancienne, bah, plus elle aura de trésorerie dans la société. Et donc, cette trésorerie-là, il faudra la faire travailler. Et en achetant de l'usufruit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on permet de faire travailler la trésorerie à une rentabilité supérieure et surtout, c'est amortissable comptablement et donc, ça vient réduire le bénéfice imposable de la société et donc de réduire l'imposition de la société. Donc, vous gagnez sur les deux tableaux et il y a un enrichissement au bout du bout personnel sur la personne physique qui est fait. Donc, c'est extrêmement intéressant et c'est pour ça qu'on voulait vous en dire un mot ce soir parce que c'est le dernier montage qui est à prendre en compte et qui peut se faire au bout du bout. Je laisse la parole à Xavier pour cette dernière slide et après on passera à vos questions-réponses. Oui, alors écoutez, maintenant, donc, si vous souhaitez créer votre SCI, sachez que, je vous le disais, en intro, Legal Place peut vous accompagner depuis la création jusqu'à la comptabilité. Donc, la création, il faut compter pour rédiger les statuts, déposer le dossier au greffe, etc., à peu près une semaine. On a un coût qui est relativement faible parce qu'on a créé des matrices de rédaction des statuts qui automatisent et simplifient beaucoup de choses. Donc, c'est 99 € pour la partie rédaction des statuts et montage du dossier, et auquel il faut rajouter les frais d'annonce légale, donc annonce légale et frais de greffe, 434 € TTC. Donc ça, c'est pas de l'argent qui nous revient, c'est de l'argent qui vont aux administrations. Voilà, donc un coût global d'à peu près d'un peu plus de 500 €. Ensuite, pour la partie exploitation de la SCI, eh bien, donc on propose des forfaits à partir de 65 € par mois. Il faut compter donc sur 12 mois, un peu plus de 800 € et qui vous permettent d'ailleurs aussi d'héberger d'autres investissements immobiliers, hein. Tu le disais tout à l'heure, Romain, c'est que la SCI, elle peut avoir vocation à investir dans différents supports immobiliers, investissement direct, investissement via des SCPI. Vous pouvez mettre tout ça dans une même SCI et faire une comptabilité qui vous permet, encore une fois, de limiter la taxation des revenus de la SCI avec l'imposition à 15%. Voilà pour la partie formalité. Ok, super. Merci Xavier. Donc, vous l'avez en bandeau juste en bas, hein. Vous avez une réduction grâce au code LOUV15, 15% de réduction, création offerte, un mois de comptabilité offerte. Donc voilà, c'est également des coûts, une réduction tout du moins qui est non négligeable dans la création de votre société et qui vous permet d'avancer facilement. Merci de nous avoir suivis, pardon. On va répondre maintenant à vos questions. J'en ai noté quelques-unes. Donc la première, l'usufruit de part de SCPI acquis par une société à l'IS doit-il être comptabilisé en immobilisation incorporelle ou financière? Alors c'est une question plutôt pour toi, Xavier, donc je te laisse y répondre. Oui, bon, alors ça, c'est vraiment un sujet
comptable et aussi un peu fiscal. Donc, nous, on le comptabilise en IMO incorporel. Voilà, on considère que c'est un bien incorporel. D'accord. Merci Xavier pour ta réponse. J'ai une autre question qui me dit, alors quel type de SCI pour y mettre des produits financiers autres que les SCPI et pouvoir arbitrer entre ces supports, si c'est possible, point d'interrogation ou un exemple. Je vais commencer par y répondre et tu vas me confirmer peut-être Xavier. Grosso modo, en fait, une SCI, c'est une société civile à prépondérance immobilière. Donc en fait, l'objectif, c'est peut-être de créer une société civile et dans la rédaction des statuts, on indique réellement que la société peut faire des investissements et financiers et immobiliers. Confirme-moi ça, Xavier. Oui, ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Une SCI, comme toute société, elle peut investir dans des investissements. Donc, ça veut dire investissement, ça veut dire du long terme. Ça peut être immobilier, mais ça peut être bien sûr financier. Ça peut aussi être du placement de sa trésorerie. Donc là, on est plutôt sur des investissements à court terme, donc à moins de 2 ans. Mais une SCI a la vocation, voilà, comme tu le disais, à avoir une prépondérance immobilière, ce qui ne l'empêche pas de faire des investissements dans des actifs financiers. Il ne faut pas que ce soit à prépondérance, mais enfin, même si ça l'est, il n'y a pas de conséquences parce que de toutes les manières, la fiscalité, c'est la même que sur les revenus, qu'ils soient immobiliers ou purement financiers. On aura toujours une fiscalité à 15%. Ça ne remettra pas en cause la fiscalité au sein même de la SCI. Très bien. Merci Xavier. Je prends encore deux questions. Alors, j'en ai une qui vient d'arriver. Les coûts cités par Romain en tant qu'inconvénients sont-ils déductibles? Permettent-ils de réduire la base imposable? En effet, hein, comme l'a dit Xavier tout à l'heure, lors de la création de la société, c'est considéré comme une charge. Donc, en fait, cet élément-là rentre en charge dans le compte de résultat. Et ça permet tout simplement de venir réduire le bénéfice imposable de la société et donc de réduire l'impôt sur les sociétés tout simplement. Et ensuite, les parts de SCPI au sein d'une SC soumise à l'IS sont-elles prises en compte pour le calcul de l'IFI? Alors oui, en effet, même si on a une société civile, mais pas forcément en prépondérance immobilière ou autre, on détient un patrimoine immobilier à l'intérieur même de cette société civile. Que ça soit en nom propre ou que ça soit à travers une société, on est obligé de déclarer à l'IFI tout son patrimoine immobilier que l'on détient, même si c'est à travers une société civile. Bonjour, est-ce que la création de SCI patrimoniale est possible? Alors ça, c'est pour toi, Xavier, mais la réponse est oui. Oui, ouais, tout à fait. SCI patrimoniale, ça veut dire, c'est en général une SCI qui investit dans l'immobilier, mais sur lequel il n'y a pas de revenus. Donc, il n'y a pas vraiment de sujet de fiscalité. C'est plus un sujet, comme son nom l'indique, de patrimoine, donc de propriété. C'est une bonne façon, par exemple, c'est une bonne alternative à l'indivision, qui n'est pas toujours très fluide et très simple à gérer. La SCI, c'est patrimonial. C'est une très, très bonne solution pour gérer de l'immobilier en famille, bien évidemment, par exemple. Très bien. Dernière question, et ensuite j'arrête parce qu'il est bientôt 19 heures et on va laisser tout le monde à ses occupations. Quid du compte courant d'associé lors d'une succession? Alors, tout simplement, le compte courant d'associé est comme si c'était un prêt qui était accordé par une personne physique au sein d'une société. Donc, lors du décès, le compte courant d'associé va rentrer dans l'actif successoral de l'associé qui est décédé. Voilà. Donc, au même titre qu'un livret A, qu'un compte titre ou qu'un immobilier en direct, le compte courant d'associé qui n'a pas été, qui n'est pas remboursé de toute façon, rentre dans l'actif successoral et sera partagé aux héritiers survivants, simplement. Ouais. On peut peut-être préciser, parce que la question était peut-être posée aussi du point de vue de la société, c'est que, en effet, il est dans l'actif de succession, mais de ce fait-là, il est en dette des actifs de la SCI. C'est-à-dire que l'actif détenu par la SCI est calculé net du compte courant d'associé. Donc, c'est en fait, on morcelle les deux actifs et les deux actifs ne sont pas comptés deux fois. Il est imposable en tant Oui, qu'actif financier
et il est déductible de l'actif immobilier en tant que dette de la société. Oui, oui, par contre, oui, il n'est pas comptabilisé deux fois, ça c'est sûr. Merci Xavier, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis ce soir. On espère qu'on a été explicite et surtout que vous avez compris les différents montages qu'on a souhaité vous expliquer ce soir. N'hésitez pas à nous faire un mail ou directement vous avez différentes questions. Vous avez le mail ici contact@legalplace.fr sur lequel vous pouvez poser vos questions également ou concernant contact.louvainvest.com. Donc n'hésitez pas, on est réactif et on répond à toutes vos questions. Merci beaucoup de nous avoir suivis ce soir. Merci Bonsoir Xavier. Romain, bonsoir à